Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maud Savaria au micro. Donc très contente d'être avec vous cet après-midi. J'aimerais commencer en saluant nos fans de Colombie-Britannique. Donc oui, grâce à notre merveilleux Mathieu Cordeau. Allez Mathieu. Histoire de passer le temps va être diffusée sur les ondes du 107.9 CILS FM Victoria, qui est la seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique. C'est quand même, c'est bien, bonne nouvelle. Hein? Ouais. Oui, donc Histoire 2 va être en ondes en rediffusion le vendredi à 19h, heure du Pacifique. Donc ça fait 22h, heure de l'Est. Et 22 heures. Puis les dimanches aussi à la même heure. Donc ça va être une semaine de décalage là, pour les gens de Colombie-Britannique. Donc on est désolé si on fait des blagues sur la température ou sur la date dans laquelle on est. Vous êtes décalés. Voilà. C'est beau d'avoir un grand pays quand même. Ben oui. Donc vous pouvez aussi l'écouter en ligne, CILS FM, pour celles qui sont pas à Victoria. Et si vous ennuyez de la belle voix de Mathieu, il anime l'émission Bonjour Victoria le matin, l'émission de nouvelles locales, donc à tous les matins de la semaine. On voulait aussi remercier Nota Bene pour des petits envois qu'ils nous ont fait cette semaine, donc 2 monographies. On a reçu le livre de Gabriel Gagnon qui s'intitule, tu peux peut-être le montrer, Rianne, dans la caméra. Donc, Gabriel Gagnon, c'est une autobiographie qui s'intitule De parti pris à possible, le souvenir d'un intellectuel rebelle, 1936-2016. Donc, c'est son autobiographie, Gabriel Gagnon. Et l'autre, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Denis Saint-Jacques et Marie-Josée Desrivières, et ça s'appelle Les médias parlent et chantent, chronique de la vie culturelle à Montréal durant la crise et la guerre. Donc, c'est des articles, des chapitres qui ont l'air très intéressants sur la radio, les sorties et tout. Donc, j'ai très hâte de lire ça et on va vous en parler prochainement, bien sûr. Et on invite encore les gens, les maisons d'édition à nous en parler à nous en envoyer parce qu'on aime vraiment ça. On se sent super jet set. Voilà. Donc, je vais présenter mes collaboratrices qui sont ici. Donc, on a 2 nouvelles chroniqueuses. Premièrement, Oriane Daven, qui nous a fait l'honneur de sa présence il y a 2 semaines déjà, mais qui fait sa première chronique aujourd'hui sur Marguerite Durand. Bonjour, Oriane. Bonjour. Ensuite, il y a Joël Beauchamp-Monfette qui est avec nous. Joël est à la maîtrise en histoire à l'UQAM. Il travaille sur la démolition des fortifications de Montréal au début du 19e siècle sous la direction de Danny Fougère. Mais aujourd'hui, il nous parle du patrimoine symbolique. Donc, bienvenue à l'émission, Joël. Bonjour, je suis content d'être ici. Et finalement, la 3e chronique, c'est une ancienne qui est avec nous, Magali Lagumaltais, pour nous parler des Grecs et de psychopop. Oui, on pense qu'on peut dire ça, mais ça laisse un petit voile de mystère, j'aime ça. Ben oui. Et c'est ta fête dimanche, Magali, donc bonne fête. Merci. On a aussi avec nous Brinta Koneshashandra, qui est au doctorat à l'UDM et qui travaille sur l'histoire urbaine et environnementale à Montréal et à Détroit, et sur les espaces verts et la communauté noire, et qui veut peut-être devenir collaboratrice à notre émission. Donc, bonjour Brinta. Bonjour. Et on a aussi beaucoup de monde aujourd'hui, mon Dieu, à Marie-Laurence Roux et Valérie Beaulieu-Paquette à la régie. Allô? Elle vous entend pas. Allô? Allô, Marie. Donc, Val, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine? Oui, je suis tombée, je sais pas, dans mes lectures sur quelque chose d'assez inusité, qui est la grande inondation de mélasse de Boston de 1919. Je suis tellement down. Ouais. Hein? C'est une tragédie, là, fait que je vais vous demander de rester sérieux. Je suis down dans ce cas-là, dans le sens. Donc, par un après-midi frisquet du 15 janvier 1919 dans le quartier ouvrier North End de la ville de Boston, au Massachusetts,
une gigantesque citerne de 15 mètres de haut contenant près de 9 millions de litres de mélasse s'est rompue, causant un raz-de-marée collant estimé à une vitesse de 56 km/h quand même, tuant sur son passage 21 personnes et en blessant environ 150. C'est terrible. Ça n'a pas de bon sens, hein, je sais. Donc, il y a des témoins qui rapportent qu'en s'écroulant, la terre tremblait et un bruit de mitrailleuse se serait fait entendre en raison de la rupture des rivets de la structure, là, genre ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La vague de mélasse mesurait environ 3 mètres de haut et sa force de frappe était suffisamment puissante pour rompre les poutres de la gare de la Boston Elevated Railway et même de soulever un train des rails. Ben voyons. Il y a des édifices qui ont été complètement arrachés de leur fondation. Il y a un quartier entier, dans le fond, qui se retrouve carrément inondé sous une couche de mélasse. Il y en a, peut-être que vous aimez pas la mélasse, ce serait comme votre pire cauchemar. Magali aurait sorti une cuillère. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais même si t'aimes ça, je pense que c'est un pire cauchemar quand même. Ouais, c'est collant, là. À certains endroits, les gens en ont jusqu'à la taille à ce moment-là. Puis rapidement, ben, l'hiver s'invite au désastre. Hein. On est en janvier, donc le froid fige le liquide visqueux, ce qui arrange en rien l'opération de secours qui est assez déjà inusitée et ardue. Le nettoyage va prendre plusieurs semaines. C'est un accident qui, selon quelques acteurs de l'époque, était plus que prévisible. Les tests réglementaires avaient pas été dûment complétés. Les fuites étaient tellement abondantes que les parois externes avaient été peintes en brun pour les camoufler. Ça, c'est du bon patchage. Wow. Et puis, même les gens du quartier allaient en récolter en catimini pour leur cuisine depuis plusieurs années. La citerne avait été construite par la United States Industrial Alcohol Company en 1915. Puis bon, pendant la Première Guerre mondiale, on y déversait des milliers et des milliers de litres de mélasse avant de les transférer par rail à l'usine de distillation de Cambridge, où elle était transformée en éthanol, qui est une substance essentielle dans la production de... Rhum, oui, mais de munitions aussi. Ah, et oui. J'allais dire de l'essence. on voit l'ordre de priorité. Exactement, c'est ça. Justement, la prohibition était dans l'air, hein, donc la compagnie aurait précipité ses entrées de mélasse pour la transformer en alcool et augmenter ses ventes avant qu'il ne soit trop tard, ce qui a rajouté un stress certain à la structure. Puis bon, petit clin d'œil de l'histoire, parce qu'on aime ça l'ironie, l'accident s'est produit la veille de la ratification du 18e amendement, qu'elle a entré en vigueur l'année suivante. Donc bref, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire, hein. L'appât du gain qui aurait eu raison de la sécurité d'un quartier ouvrier où résidaient en grande partie des immigrants. Je vois pas de quoi tu parles, Val. Je sais pas. Mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est pourquoi j'avais envie de vous partager cet épisode qui est comme une petite fenêtre d'entrée dans le merveilleux monde catastrophique du capitalisme industriel américain du début du 20e siècle. Wow! Le sens de la finale, excellent. Oui. Ben, merci, Val. C'est perturbant comme anecdote. Mais très intéressant et une belle morale. Donc oui, voilà. Et Oriane, ça va être à toi qui va nous parler d'une femme hashtag badass, qui est notre nouveau hashtag préféré cette saison. Donc Marguerite Durand, la frondeuse. Ouais, voilà, je vais vous présenter donc Marguerite Durand. Alors pourquoi je vais vous présenter juste la frondeuse? Parce que je vais présenter juste une partie de sa vie. Faut savoir que Marguerite Durand, donc elle a vraiment une vie assez folle. Pour exemple, en 1910, elle se présente aux élections législatives à Paris, à un moment où les femmes, en fait, elles pouvaient même pas voter et en fait, elles n'étaient même pas éligibles. Et elle obtient quand même 400 voix. Bon, avant que finalement, ça va être annulé parce que elle pouvait pas se présenter. Mais donc, elle a quand même une vie assez folle. Et donc, moi, je vais vous présenter l'aventure de son journal qui s'appelle La Fronde, donc un journal féministe. Donc, on va revenir un peu sur sa vie d'abord. Donc, Marguerite, elle vient d'une famille de bourgeois dits déclassés. Donc sa mère, Anna, elle est rentière d'une bourgeoisie du Second Empire. Elle est très lettrée, mais elle arrivera jamais à se faire reconnaître pour sa plume ou pour ses connaissances littéraires, comme en fait ses parents avaient pu l'être. Et en janvier 1864, donc naît la petite Marguerite, d'une relation entre Anna et puis le général Alfred Brochet, bien que son père en fait ne la reconnaîtra jamais, on dit qu'il est très aimant et très attentionné avec elle. Et donc c'est parce qu'elle n'a pas été reconnue par son père qu'elle porte le nom de famille donc de sa mère, donc Durand et non pas Brochet. Elle passe ses jeunes années au pensionnat des Dames Trinitaires à Paris et elle y reste jusqu'à ses 15 ans, donc ce qui fait d'elle quand même une femme assez instruite puis assez lettrée pour l'époque. De sa jeunesse, en fait, elle garde surtout les valeurs bourgeoises et cette éducation aux belles lettres et à l'écriture. Elle héritera jamais, en fait, ni de patrimoine, ni de finances. Donc, c'est parce que c'est une déclassée, c'est parce qu'ils ont plus d'argent, en fait, sa famille. Mais par contre, d'un goût pour la mondanité qui va beaucoup lui servir tout au long de sa vie et pour sa carrière de journaliste. Donc, elle se lance d'abord dans une carrière d'actrice. Elle entre quand même au conservatoire parisien. Elle y obtient d'ailleurs même un premier prix de comédie.
Puis elle réussit à intégrer la prestigieuse Comédie Française. Donc c'est quand même une actrice très douée, mais dès qu'elle voit la possibilité de changer un peu, en fait, elle n'hésite pas. Et cette voie arrive dès 1885, quand elle commence à fréquenter l'avocat et homme politique Georges Laguerre, qui est aussi directeur du journal La Presse. Donc lui, il lui promet de cette relation un poste de direction dans son journal. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce qui retient Marguerite, c'est avant tout ses valeurs bourgeoises, en fait, parce que elle veut pas rester la maîtresse de cet homme qui est déjà marié et qui est père de 2 enfants. Donc elle lui demande d'officialiser leur relation, ce qui implique en fait un divorce pour lui. 3 ans plus tard, c'est chose faite. Elle épouse le fraîchement divorcé Georges Laguerre et elle devient donc à seulement 23 ans la co-directrice de La Presse. C'est incroyable. Elle avait pas d'expérience journalistique en Rien plus. du tout. Donc, wow. C'est assez fou. Ouais. Donc c'est ainsi qu'en fait elle fait ses premiers pas dans le journalisme. En effet, elle a aucune expérience, puis en fait ça va devenir sa passion, le journalisme. Donc à La Presse, en fait, elle y apprend les ficelles du métier, puis aussi vraiment la direction et l'administration d'un organe de presse. Georges Laguerre, il l'a fait aussi fréquenter des cercles mondains de journalistes puis de politiciens, et où elle navigue assez facilement, justement, du fait de son origine bourgeoise. Elle connaît bien les valeurs de ce monde-là. En 1891, elle est embauchée par le directeur littéraire du journal Le Figaro pour être chroniqueuse. Et ce directeur, il s'appelle Antonin Périvier, et en fait, elle va entamer une relation amoureuse avec lui aussi. En 1895, elle divorce de son premier époux, Georges, et l'année suivante naît son fils Jacques de cette nouvelle relation, donc, avec Antonin Périvier. Donc, elle insiste pour que le père de l'enfant le reconnaisse, elle qui n'a pas été reconnue par son père, mais cette relation, finalement, s'arrête peu après. En fait, on lui attribue à Marguerite Durand de nombreuses relations au cours de sa carrière, comme Georges Clémenceau ou Aristide Briand, donc 2 grands hommes politiques français quand même. Elle les choisit bien. Ouais, c'est ça, des hommes d'influence. Et elle en choisit beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Mais ce qu'on retiendra justement de ces hommes, en fait, c'est que ça lui a permis de rentrer dans le monde journalistique. Et puis, ça met surtout en avant les contradictions de Marguerite. Toute sa vie, elle est teinte par une dichotomie entre, d'un côté, ses valeurs bourgeoises et de l'autre côté, la liberté, une volonté de liberté personnelle et sexuelle. Finalement, Marguerite, en fait, c'est une femme qui est très belle, qui plaisait beaucoup aux hommes, et surtout, c'est une célibataire fière de l'être, et puis qui chérissait beaucoup la liberté que ce statut lui apportait. Donc, sa vie privée, puis ses 2 amants, c'est un prérequis qui lui ont permis en 1897, donc, de se lancer dans l'aventure La Fronde. Donc, l'ambition du journal... Ariane, je pense que Jaël avait une question par rapport au divorce, par exemple. Oui, je me demandais, parce que le divorce d'une femme étant... somme toute mal vu à cette époque-là. Est-ce que le divorce de son premier mariage nuit à son image publique, à sa présence dans la presse? Alors, pas vraiment à sa présence dans la presse, dans le sens où elle est pas si connue que ça encore à cette époque-là, mais par contre, ça va quand même l'éloigner plus de sa famille, qui est bourgeoise, etc. Mais en fait, elle est quand même un personnage assez marginal, donc finalement, on s'étonne pas tellement d'un divorce, là. Ça faisait déjà partie de sa personnalité. Ouais, c'est ça. En plus, elle fréquente déjà quelqu'un, en fait. Donc, elle fréquente déjà Antonin Périvier quand elle divorce, donc c'est pas choquant, en fait, finalement. C'est quand même intense. Mais voilà, donc... l'ambition du journal, en fait, c'est écrit en marge de la une, et on y lit « La Fronde, grand journal quotidien, politique et littéraire, dirigé, administré, composé exclusivement par des femmes. Les femmes forment en France la majorité de la population. Des millions de femmes, célibataires et veuves, y vivent sans le soutien de l'homme. Les femmes payent les impôts qu'elles ne votent pas, contribuent par leur travail manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner officiellement leur avis sur toutes les questions intéressant la société et l'humanité dont elles sont membres comme les hommes. Wow. La Fronde est l'écho fidèle de leurs approbations, de leurs critiques et de leurs justes revendications. » Donc c'est quand même tout un programme là dans ce journal-là. Mais finalement, la véritable spécificité du journal, c'est pas tant qu'il soit féministe. Il existe déjà en fait depuis longtemps des feuillets féministes, ni même en fait qu'il soit fait entièrement par des femmes, de la rédaction à l'impression et même à la distribution. Bien que ça, c'est quand même une ambition qui est plutôt moderne, mais c'est la volonté de faire avant tout un journal d'information basé sur l'investigation en y intégrant un point de vue féministe. Donc la première en fait ambition de Marguerite Durand est de transformer le journalisme. Elle veut faire du métier un organe d'information qui serait détaché des incohérences politiques qu'il y a dans les autres journaux. Donc elle y pratique un journalisme debout, alerte, courant, assouplissant l'actualité par le reportage et l'information. Selon les mots de Séverine, c'est l'autre grande figure du journal La Fronde.
Les journalistes frondeuses, elles vont d'ailleurs s'illustrer dans le grand procès de l'époque, l'affaire Dreyfus. Elles sont présentes tous les jours à Rennes, donc lors du procès. Ça, c'est en 1899. Et elles s'engagent en fait dans des positions de dreyfusardes. Hihi. Ouais. Bravo. Elles se retrouvent parmi leurs collègues masculins en obtenant des laissez-passer, des coupe-fils un peu grâce au contact de leur directrice avec des personnages politiques. Ah, les fameux contacts. Ouais, c'est ça. Elle avait tout compris. Le talent de ces femmes journalistes brille face à leurs collègues masculins qui, bien que réticents ou moqueurs au départ en fait de l'aventure, ils s'accordent sur l'intérêt et le professionnalisme en fait du journalisme. La Fronde réussit finalement rapidement à s'imposer et on le surnomme même le Temps en jupon. Ça, c'est une référence en fait à un journal d'investigation qui s'appelle Le Temps. Donc en jupon parce qu'il est fait par des femmes. Mais voilà. Donc Marguerite, elle veut que son journal il soit féministe comme, donc selon ses mots, d'autres sont de droite ou de gauche. Donc c'est vraiment son ambition politique. Donc elle s'impose comme une leader engagée dans les mouvements des suffragettes françaises, mais pour les droits des femmes en général. Pour exemple, en fait, elle va par exemple organiser avec son journal en 1900, donc en marge de l'exposition universelle de Paris, un congrès des droits des femmes. Donc c'est quand même pas mal. Auquel des Québécoises ont assisté. Ouais, il y a du monde. Ah oui. Donc en fait, Marguerite, elle est surtout attachée à la liberté. Et en fait, elle est devenue féministe qu'à partir de 1896, donc c'est un an avant la création de son journal, alors qu'elle est envoyée par Le Figaro pour couvrir le congrès féministe international. En fait, Le Figaro, il veut qu'elle fasse un peu une satire un peu de ce congrès. Il pense qu'elle va s'en moquer, mais finalement, c'est tout le contraire qui s'y passe. Et elle y rencontre notamment Hubertine Auclair, qui est un autre grand nom du journalisme féminin français, puis qui est féministe. Et en fait, lors de ce congrès, donc elle est vraiment fascinée par les féministes qui parlent, etc. Et puis elle comprend vraiment la nécessité des combats féministes. Mais en fait, son féminisme, il est là encore marqué par cette ambivalence, en fait. Donc elle pratique ce qu'on va surnommer un féminisme en dentelle. C'est-à-dire l'idée que le charme, la féminité, les valeurs de la bourgeoisie doivent être à la base du combat féministe. Donc en fait, ces idées, ça fait d'elle un peu un personnage qui va être un peu problématique pour certains mouvements féministes français de l'époque et plus tard aussi d'ailleurs. Et Marguerite, elle dira d'ailleurs que le féministe doit à mes cheveux blonds quelques succès. Je sais qu'il pense le contraire et il a tort. Donc elle savait là que elle avait un sacré caractère, je pense. Elle se prenait pas pour une autre. Mais voilà, donc la Fronde, elle se fait aussi représentant du droit des travailleuses. Donc en fait, Marguerite Durand, en fait, vu qu'elle vient d'une bourgeoisie déclassée, donc qui a plus d'argent, son travail lui sert vraiment à vivre. En fait, elle en a vraiment besoin pour vivre de l'argent qu'elle a touché de son travail. Et donc en fait, elle s'engage, par exemple, à la rémunération régulière de toutes ses employées afin qu'elles puissent vivre de leur activité. Et aussi, par exemple, à la création d'une résidence pour femmes journalistes retraitées. Elle va se battre pendant longtemps pour cette résidence, puis finalement, elle va l'avoir à la fin de sa carrière. En plus, pour elle, ça va être bien. Voilà, donc en Picardie. Donc finalement, après seulement 3 ans, la Fronde fait faillite. Alors les raisons, elles sont un peu obscures, mais ce serait notamment les amendes accumulées qui pesaient sur le journal pour avoir bravé l'interdiction du travail féminin de nuit. Donc en fait, comme au Québec, en France, il y avait donc cette loi qui, sous prétexte de protéger les femmes, leur interdisait en fait le travail de nuit. Sauf que pour faire une édition du matin, les journalistes sont obligés de travailler la nuit. Donc voilà. Justement, est-ce que c'est juste, c'est comme un peu de l'acharnement de la part des autorités sur ce journal-là parce que c'est un journal féministe, c'est pas bien vu peut-être? Ou... Ouais, c'était quand même, il y avait une volonté à la fois des deux autorités pour aussi les faire taire sur plusieurs sujets. Ils étaient un peu socialistes aussi, etc. Mais et puis aussi des autres journaux en fait. Il y a d'autres journaux aussi qui aimaient pas trop la réussite de la Fronde, donc qui va dénoncer en disant oui mais à la Fronde il y a plein de femmes qui travaillent la nuit, c'est interdit. Voilà, ouais, pour vendre plus. Elle défendait le droit des travailleuses, mais en même temps elle avait quand même un féministe assez de classe, là, un féministe très bourgeois. Est-ce que c'est toutes les travailleuses ou juste les travailleuses professionnelles et pas les ouvrières par exemple? Non, toutes les travailleuses en fait. Elle défend vraiment les travailleuses, même les ouvrières. D'ailleurs, c'est autre chose qui fait que Marguerite Durand c'est un personnage assez problématique pour le féminisme, c'est que
pendant longtemps, en fait, elle va par exemple soutenir les femmes ouvrières briseuses de grève en France. Donc la Fronde va dire par exemple aux femmes, quand il y a eu plusieurs histoires comme ça, où en fait il y a eu des ouvriers en grève et finalement la Fronde disait oui, il faut que les femmes aillent dans les usines pour remplacer les hommes, pour montrer qu'elles peuvent le faire. Puis du coup ça a mis un peu à mal aussi les accords entre syndicalisme puis féminisme, qui pendant longtemps se sont pas très bien entendus. Oui, mais un petit peu controversé, semi-cohérent des fois, mais... Briser la grève, c'est pas bien vu, ça. C'est ça. Surtout pas en France. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc pour conclure finalement, donc là on a déjà parlé un peu de son héritage un peu controversé, mais Marguerite Durand c'est aussi un héritage matériel, celui d'un fonds de bibliothèque et d'archives qu'elle lègue à la ville de Paris en 1932, donc 4 ans avant sa mort en fait. Et ce fonds, en fait, il a longtemps été laissé de côté par les politiques culturelles de la ville. Là. On l'avait mis dans un coin, puis c'est tout. Puis finalement, dans les années, c'est ça. Dans les années 60, il y a eu la volonté, en fait, justement, d'accumuler plein d'autres choses aussi pour agrémenter ce fonds et de créer la bibliothèque qui est désormais donc nommée Marguerite Durand. Qui reste l'unique bibliothèque en France consacrée à l'histoire des femmes, du genre et du féminisme. Donc c'est quand même pas mal. Ah, ça c'est beau. Puis c'est tellement important que justement c'est tellement rare que les femmes journalistes ou autres, mais les femmes qui ont fait quelque chose de leur vie à cette époque-là aient gardé des archives aussi complètes, j'imagine, et aussi qui étaient bien gardées, qui étaient pas dans un grenier à une certaine époque chez leurs descendants. Donc c'est super. Ça c'est vraiment intéressant. J'ai le goût d'y aller. Ouais, c'est Marguerite Durand, elle va garder toutes ses archives, puis elle va créer une bibliothèque en plus du féminisme, donc c'est assez impressionnant. Ben super, merci Lauriane, c'est une très intéressante première chronique. On a hâte de te retrouver à une autre émission. Valérie? Oui. En savoir musique, est-ce que tu as embrassé l'automne maintenant? Oui, j'ai fait mon deuil. Ça va, il y a des couleurs dans les arbres, je me sens un petit peu plus joyeuse. Je voulais vous faire découvrir un artiste aujourd'hui qui s'appelle Honora, qui est un artiste français qui mixe des vieux vinyles chinois. Hein, on est dans le thème. Hein? Ouais. C'est rare que je décolle de la Chine. La chanson s'appelle I Want to Go Back et l'album c'est Chinoiserie Part 1.
retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Nous allons poursuivre tout de suite avec Jaël qui nous parle de la basilique Notre-Dame de Montréal. Oui, bonjour à tous. Ma première chronique aujourd'hui, ça tombe bien vu que je suis pas du tout enrhumé. Donc, si vous entendez beaucoup de B, je m'en excuse. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais par une journée de beau temps en automne, j'aime bien déguster l'automne aussi, si j'ai bien compris la référence. J'aime bien me promener dans le Vieux-Montréal et regarder tous les vieux bâtiments qui y sont situés. Un bâtiment qui m'a toujours fasciné par sa taille, par son architecture, c'est la basilique Notre-Dame qu'on peut admirer dans le Vieux-Montréal en face de la place d'Armes. Vous l'aurez deviné sur la rue Notre-Dame. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est la grosse église qu'on voit dans le Vieux-Montréal qui ressemble un peu à Notre-Dame de Paris. Oui, c'est vrai. Ça m'a frappé. Quand on a parlé tantôt, j'y avais pas pensé, mais Beaucoup d'entre vous seraient probablement surpris d'apprendre que non, c'est pas la cathédrale de Montréal, malgré son look qui laisserait entendre ça. Ça a toujours été une simple église paroissiale, et c'est juste qu'elle a des dimensions énormes. Mais avec sa situation centrale dans le Vieux-Montréal et sa taille gigantesque, on a le droit de se demander pourquoi est-ce que c'est pas une cathédrale. Mais pour ma première chronique aujourd'hui, je vais essayer de vous illustrer la situation religieuse au début des années 1800 à Montréal et montrer comment on en est arrivé à construire la plus grande église en Amérique du Nord sans en faire une cathédrale. À Montréal, depuis 1663, c'est les Sulpiciens qui sont un ordre religieux, à la fois qui sont les prêtres et les seigneurs de la paroisse Notre-Dame et qui gèrent la dîme des habitants. En fait, c'est eux qui font les plans de la rue Notre-Dame et qui construisent la première église Notre-Dame qui se trouve en plein sur la rue Notre-Dame aujourd'hui, entre la place d'Armes et l'église actuelle. D'ailleurs, s'il y a des habitués des promenades sans but comme moi dans le Vieux-Montréal, vous aurez peut-être remarqué que sur la rue actuelle, il y a des pavés d'une couleur différente qui montrent l'emplacement exact de l'ancienne église. Bref, au début des années 1800, les Sulpiciens ont plusieurs problèmes. Les protestants composent le tiers de la population de Montréal. Le rôle des Sulpiciens comme seigneurs est contesté de toutes parts jusqu'à Londres. Et l'église Notre-Dame est trop petite et s'occupe d'un trop grand territoire. D'un côté, les Sulpiciens sont un ordre plutôt sédentaire et refusent de diviser leur paroisse et de permettre aux petites chapelles partout sur l'île d'opérer des sacrements, ce qui oblige les habitants à venir à l'église Notre-Dame. Oui. Oui, excuse-moi. En fait, je me demandais s'il était comme ça parce que c'est justement un moyen de conserver plus de pouvoir, ne pas faire de plein de petites paroisses ou. C'est une communauté qui est très centralisée en fait, qui est basée à Paris et jusque la date exacte, je me souviens plus, mais jusqu'à la conquête environ, c'est même Paris qui gère le séminaire de Montréal. Donc c'est une structure juste très centralisée. C'est ça. OK. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur les Sulpiciens, Amélie et Valérie ont fait une chronique le 7 septembre sur leur visite au séminaire et donnent plein d'informations en même temps. Cool. Oui, excellent idée. Je suis allé l'écouter, c'est très bon. Allez l'écouter sur Internet. Un autre problème, c'est que la population de Montréal augmente très rapidement et l'église est trop petite, malgré 3 agrandissements successifs. En fait, elle est tellement petite que même en faisant des messes à longueur de journée, les habitants de la ville débordent à l'extérieur de l'église pour écouter la messe. Bref, l'église est juste trop pleine et trop petite pour entourer la population de Montréal, comme le voudraient les autorités ecclésiastiques. En même temps, l'évêque de Québec, Monseigneur Plessis, qui est le seul évêque des colonies de l'Amérique du Nord britannique, en a plein les mains avec un évêché qui va de l'Atlantique jusqu'au Manitoba. Depuis plusieurs années, il milite à Québec, à Montréal, à Londres et même à Rome pour diviser l'évêché en 5 parties, dont un des sièges serait à Montréal. En 1811, il propose même aux Sulpiciens de faire du séminaire Saint-Sulpice un siège épiscopal. Mais les Sulpiciens refusent parce qu'ils veulent conserver leur autonomie vis-à-vis de l'évêque de Québec. De plus, les Sulpiciens sont composés à majorité de membres français, des Français de France, immigrés après la Révolution, et qui voient d'un mauvais œil l'accession à des postes de pouvoir par des prêtres canadiens. Monseigneur Plessis est d'ailleurs un prêtre canadien. Et il souhaite que la présence d'un évêque à Montréal soit plus forte pour contrer les protestants qui se multiplient trop vite à son goût. Et en même temps, il souhaite rapprocher l'Église de la population canadienne par la présence constante d'un évêque et d'un évêque qui serait canadien plutôt que français. Il est d'ailleurs appuyé dans le projet par un certain Louis-Joseph Papineau, qu'on connaît pas du tout, qui est le chef du Parti canadien qui va devenir le Parti patriote. En 1829, alors qu'il est en tournée à Londres et à Rome pendant un an, Monseigneur Plessis va plaider pour la division de son évêché et les Sulpiciens lui adjoignent un des leurs, Jean-Jacques Lartigue, pour plaider pour le maintien des biens seigneuriaux des Sulpiciens qui est contesté. Pendant cette tournée, Plessis obtient une permission de se nommer des assistants pour se diviser la tâche, mais sans diviser l'évêché.
Il reste donc le seul évêque, mais il peut nommer à Montréal un assistant qui va faire office d'évêque sans avoir le titre officiel. Il nomme justement Lartigue, qui est à la fois un Canadien et un Sulpicien, à ce poste en 1821. Le supérieur des Sulpiciens, l'abbé Jacques-Henri Auguste Roux, s'oppose à cette contestation directe de son autorité, lui qui faisait office de facto d'évêque non officiel. Roux oblige Lartigue à quitter les Sulpiciens et lui refuse la demande d'opérer à partir de l'église Notre-Dame, ce que voulait Lartigue. Donc, ils sont vraiment pas contents, finalement, les Sulpiciens, d'avoir un des leurs qui serait un assistant évêque parce que, finalement, ils sont encore soumis, disons. Ils seraient encore soumis et, en plus, le supérieur des Sulpiciens voit un de ses inférieurs prendre une place plus haute que lui. Et puis le fait qu'il est canadien alors que la majorité des Sulpiciens sont français, j'imagine que ça va jouer là-dedans aussi. C'est ça, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à ça. D'ailleurs, les conflits se multiplient entre les deux factions. Le Sulpicien Tavenet lui dit à Lartigue, vous seriez évêque non pas de Montréal, mais à Montréal. On voit ici un petit peu la nuance entre les deux. Les Marguilliers de Notre-Dame vont même jusqu'à voler le trône épiscopal de Lartigue à l'église Notre-Dame pour pas qu'il puisse opérer en toute sacralité. Oh mon Dieu, ça joue rough. Oui, vraiment. En fait, les conflits prennent des proportions tellement énormes que Lartigue en vient à considérer tout abandonner, mais Plessis finit par le convaincre de rester. Même si il s'est fait voler son trône. Oui. Moi, je vois vraiment les évêques dans leur soutane. Oui, c'est ça. Envolés. Ce qui aide beaucoup la cause de l'évêque, c'est que les Sulpiciens sont à ce moment-là peu appréciés à Montréal comme seigneurs et comme prêtres. Français en plus, ça leur attire un certain dédain de la population qui voit d'un bon œil un évêque canadien concurrent à leur autorité. C'est bien connu, contre un seigneur qui nous dérange, on tente de faire intervenir une puissance plus haute pour nuire au seigneur et tirer profit de la confusion. Dès 1823, donc, Lartigue réussit à amasser des fonds énormes pour construire une nouvelle église qui sera son centre d'opération. C'est l'église Saint-Jacques, bâtie en seulement 2 ans, en 1823 et 1825, grâce à des fonds accumulés auprès de la population. C'est plus vite que le pont Champlain. Oui. Je tiens à le dire. Mais il y a plus de fonds parce que la population est tannée. Et en plus, il bénéficie du soutien économique des 2 plus grandes familles canadiennes à Montréal, les Vigée et les Papineau. 2 noms qui nous sont aussi familiers. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent de l'UQAM, le lieu de cette église est celui du pavillon Judith-Jasmin, le grand clocher qu'on voit sur Saint-Denis, qui est évidemment pas celui d'origine, mais parce qu'il a été brûlé en 1852. On voit ici, dans sa situation de l'église Saint-Jacques, la volonté de se rapprocher de la population canadienne, dont la rue Saint-Denis est le fort en développement de la bourgeoisie francophone de l'époque, et de s'éloigner du centre historique où il y a plus d'anglophones. Pour réagir à la concurrence de Lartigue, les Sulpiciens élaborent très rapidement des plans pour construire une nouvelle église Notre-Dame qui serait assez grande pour conserver les fidèles qui peuvent plus entrer dans la petite église. On choisit de la bâtir juste à côté de l'ancienne église pour que celle-ci puisse rester en opération pendant la construction. Il y a dans cette concurrence entre l'évêque et les Sulpiciens une espèce de concours de vitesse. Donc, dès 1824, donc 1 an après le début de la construction de Saint-Jacques, les plans sont établis et la première pierre est posée dans la nouvelle église Notre-Dame. On fait appel à un architecte, irlandais, basé à New York, James O'Donnell, en lui mentionnant la nécessité de bâtir rapidement. En seulement 5 ans, donc de 1824 à 1829, il bâtit la plus grande église en Amérique du Nord grâce à une méthode de production raffinée, presque une méthode de production d'usine, une des premières du genre au Bas-Canada. Il utilise une spécialisation poussée, c'est-à-dire qu'il utilise les pierres de la carrière du Mont-Royal. On la produit selon un nombre très limité de modèles, une seule série de dessins faits par O'Donnell. Avec une main-d'œuvre peu qualifiée, une pierre très dure, on limite au maximum la quantité de détails sur les pierres pour conserver un look néo-gothique, tout en gagnant sur la vitesse et l'économie des coûts. Une fois les pierres taillées, on les achemine rapidement vers l'église pour y être assemblées sur place. La répétition des motifs sur l'église permet donc de couper dans les coûts et dans le temps, et de pallier au problème d'une population peu spécialisée. Son plan intérieur est d'ailleurs d'une forme très rectangulaire à l'anglaise, ce qui permet de simplifier la construction par rapport à la croix latine qui est plus utilisée en général. On arrive donc avec une église gigantesque qui peut accueillir 8000 croyants à la fois. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Il n'y aurait plus personne de refoulé, là, je pense, au Sauf l'évêque. Tous ces détails-là sont encore visibles là, aujourd'hui. Oui. Ça n'a pas changé. L'architecture intérieure a changé. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais oui, l'architecture intérieure a changé, mais l'extérieur est resté somme toute le même. Par contre, en 1829, on n'a pas encore les clochers. Okay. Donc, on détruit en 1830 la vieille église Notre-Dame, mais on conserve le clocher pendant encore 13 ans, le temps qu'un nouvel architecte, John Austell,
construisent les nouveaux clochers de la nouvelle église Notre-Dame parce qu'on maintenant on en a les moyens. Là, je sais pas si c'est moi qui est nouille, mais on garde l'ancien clocher, donc on a une nouvelle structure, puis on a juste mis le clocher par-dessus, boum, comme ça. Non, le clocher est à son emplacement ancien, qui est directement sur la rue Notre-Dame, sur les pavés qu'on peut admirer si on s'en va se promener près de la place d'Armes aujourd'hui. Ok, c'est comme il est détaché de l'église, c'est drôle. Exactement, on a détruit l'église, pas le clocher. Bon. Donc, quand on regarde la basilique Notre-Dame, on est frappé par la conjonction entre plusieurs aspects de son look, ce qui contribue également à montrer des conflits avec les protestants. Parce que si l'église Saint-Jacques s'apparente un peu plus à une architecture française, Notre-Dame a un côté résolument néo-gothique anglais. Sa forme, c'est un rectangle, comme les églises anglaises. Son intérieur, ses détails donnent l'impression de ressembler aux églises des commissaires en Angleterre. Les conflits avec des sulpiciens avec le gouverneur britannique au sujet des droits seigneuriaux peuvent facilement expliquer le choix d'une architecture plus anglaise. Ce qu'une bonne quantité d'églises catholiques au Canada, construites à la même époque, font aussi d'ailleurs. Ainsi, les habitants, autant catholiques que protestants, la trouvent majestueuse, en prennent fierté, et elle contribue à faire rayonner l'influence britannique dans le Vieux-Montréal, au même titre que la colonne Nelson sur la place Jacques-Cartier. Oui. Par contre, dans sa symbolique, l'église Notre-Dame est un énoncé très clair de la puissance des Sulpiciens et de leur rattachement à la France. En effet, quand on la regarde rapidement, comme on l'a mentionné au début, elle ressemble beaucoup à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Autant dans sa forme gothique que dans les motifs et les statues. Cette ressemblance permet de renforcer son côté mystique. Les clochers qui dominent la vue font rayonner sa puissance. Sa taille serait facile à justifier d'un point de vue strictement rationnel parce que si on veut rentrer beaucoup de croyants, il faut une grande église. Mais en même temps, c'est un énoncé clair de leur puissance en éclipsant même la taille de la cathédrale de Montréal. Il faut donc voir dans sa situation, sa taille, son architecture, un reflet des conflits religieux en ébullition à Montréal dans la première moitié des années 1800. On a souvent tendance, quand on regarde le passé, à analyser les conflits selon des coupures traditionnelles, surtout au Québec, comme l'ethnie ou la classe sociale. Mais je crois que ce conflit au sujet de la construction de Notre-Dame montre bien que plusieurs lignes de tension doivent être analysées simultanément pour comprendre n'importe quel phénomène historique. Dans le cas qui nous intéresse, les Sulpiciens veulent énoncer la puissance du catholicisme tout en flattant l'ego du gouverneur protestant. Ils veulent montrer qu'ils ne sont pas britanniques, tout en s'opposant à l'accession des Canadiens dans les sphères de pouvoir. Ils veulent favoriser les sacrements catholiques, tout en se déchirant dans des factions catholiques et des luttes intestines. Pourquoi je vous mentionne tout ça? C'est qu'au Québec, on est chanceux de pouvoir toucher à notre histoire avec nos yeux, avec nos pieds, aussi facilement qu'en allant prendre une marche comme je le fais parfois. Mais on se doit toujours de garder en tête que tout le bâti qui nous entoure est toujours le produit de luttes historiques vastes et complexes, et c'est la raison pour laquelle, je crois, on ne se tannera jamais de faire de l'histoire. Wow. Belle conclusion. Super. Hey, c'est vraiment intéressant. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'ils ont réussi à être plus populaires, Notre-Dame, comparé à Saint-Jacques? Saint-Jacques, sa bataille change au fil du temps. L'article décède en 1839, si je me trompe pas, et l'église Saint-Jacques brûle en 1852. Oups. À la suite de ça, Monseigneur Bourget, qu'on connaît assez bien, va déménager le site de la cathédrale de Montréal vers le nouveau centre-ville, près du Centre Bell d'aujourd'hui, qui est la cathédrale Marie-Reine du Monde. C'est ça, ok. Ouais. Donc, l'évêque a gagné somme toute sa bataille parce qu'il a assez réussi à attirer les Canadiens français pour se permettre d'aller conquérir le marché anglais. Parce que Bourget est vraiment dans le mouvement ultramontain qui voit la suprématie de l'Église sur le politique. On pourrait dire il y a tout un autre contexte là, après les rébellions aussi. C'est ça. On pourrait dire que l'évêque a gagné, mais en même temps, quand on regarde Montréal aujourd'hui, quand on cherche des églises, l'église Notre-Dame est toujours quelque chose un c'est elle qu'on va visiter souvent. Exactement. En effet. Puis l'autre est devenu l'UQAM. Ben oui, hein? Et voilà. C'est entouré de béton. Oui, c'est ça. Mais t'es encore là. Un jour, ça va être rénové au complet. On va peut-être le voir. Ouais, peut-être. Avec la rue Saint-Denis. En même temps que le pont Champlain et les chargeurs turcos. Exactement. Pour ceux et celles qui sont à l'UQAM, là, vous savez que la rue Saint-Denis-Sainte-Catherine, où on est en ce moment, là, c'est difficile de traverser la rue parce que c'est des grosses constructions. Donc, il faut faire plein de détours. C'est bien belle fun. À pied, là, je parle des détours. Donc, voilà. Merci, Joël, pour cette excellente chronique. Je suis quand même triste que tu m'aies pas parlé de courge. J'espère que tu vas
revenir pour m'en Ben, parler. je vais en profiter pour saluer Alexandre Blier qui m'a convaincu de changer de sujet et Ouais. j'espère qu'il se sent un petit peu mal en ce moment. Ouais. On a hâte à l'histoire des cours, je tiens à le dire. Oui. Mais maintenant que c'est dit à tous nos auditeurs, auditrices, tu vas être obligé d'en parler. Voilà. On va se revoir bientôt dans ce cas-là. La semaine prochaine. Donc, super, merci. Donc, on va aller en musique. Valérie, qu'est-ce que tu as pour nous? J'ai un bon petit groupe de Beijing, post-punk indie rock, qui s'appelle PK14 de la chanson Eden. Histoire de passer le temps avec Maud Savaret au micro. Merci Valérie pour cette intéressante musique du monde. De rien. Donc on va terminer avec Magali qui va nous parler de rêves, de songes et de leur signification en Grèce antique. Originalement, Mag. Oui, c'est ça. Tu ne parles jamais de Grèce. Non, jamais. Je vais essayer de parler d'autre chose à un moment donné. Mais elle ne parle pas d'occupation double. Grèce. Hein? Non. Grèce antique. Non. Mais il faut choisir des sujets populaires pourtant. Ouais, je devrais me forcer. Tu sais, je pourrais faire une analyse d'une semaine. Mais en fait, non, je vais pas faire ça. Attends, là, avant. On a le temps. Mais si vous voulez des analyses féministes de Occupation double Grèce, écoutez le podcast Les Ficelles. C'est mes amis. Allô Amélie, je t'aime. Puis je vais peut-être même participer et faire un petit peu d'histoire du dating, là. Je vous en reparle peut-être. Dieu. Excellent. Ben, ce serait ça m'intéresserait pas mal plus. Une future chronique de sa part aussi. Voilà. Oui, mais je vais peut-être le partager sur la page Facebook. Histoire de passer le temps. Si Valérie veut. Oui. Donc, tout ça, en fait, je suis contente qu'on commence par des petites anecdotes personnelles parce que ma chronique aussi commence par une petite part de moi-même. Alors, si vous interrogez mes proches, vous pouvez savoir que je fais des rêves vraiment bizarres.
Et donc, j'aime beaucoup les raconter au déjeuner, puis peut-être comme beaucoup d'entre nous, ben on s'est souvent posé la question, mais coudonc, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça. Alors, c'est drôle de se dire qu'encore aujourd'hui, on pense que peut-être dans nos rêves, il y a un message quelconque qui sont porteurs de quelque chose, en tout cas. Et peut-être en fait que c'est un héritage de la psychanalyse et de notre ami Sigmund Freud qui a énoncé que dans nos rêves c'était le miroir de notre inconscient, que nos désirs refoulés réapparaissaient et tout. Mais en fait je pense que c'est un héritage encore plus lointain que ça et qu'on peut même remonter jusque dans l'Antiquité. Hein? J'adore l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est Sébastien? Alors pour commencer, je vais vous parler de peut-être la dimension plus justement porteuse d'un message divin des rêves dans la Grèce antique. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis les temps les plus reculés, pour les Grecs eux-mêmes, les rêves avaient vraiment ce caractère magique ou divinatoire. Est-ce que t'as dit depuis la nuit des temps? Est-ce que j'ai dit depuis la nuit des temps? On se pose des questions. Pas dit ça, mais... Oh mon Dieu. C'est l'introduction préférée de tous les historiens. Oui, non, c'est ça, parce que sinon j'aurais fini sur ce sujet à amener, donc... je suis vraiment stressée, mais bon, d'accord. Mais t'as dit quelque chose qui ressemblait à ça. Depuis les temps les plus reculés. Oui, c'est ça. Mais il fallait que je le souligne, désolé. J'arrête là. C'est bon, pas de problème. Justement, dans ces temps reculés, il y a quelque chose qui est apparu qui s'appelle l'Odyssée, et qui, je le rappelle, c'était une œuvre d'un certain Homère. Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent en Facebook Live, parce que Homère, c'est probablement plus une construction, mais on s'en reparlera une autre fois dans un autre contexte. Tout ça pour dire qu'elle a été écrite environ au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais cette œuvre-là découle d'une tradition orale vraiment plus ancienne. Et donc, on trouve déjà dans l'Odyssée des exemples de rêves prophétiques. Et je vais vous en lire un qui, si jamais vous intéresse, parce que c'est un extrait un peu abrégé, il se trouve au livre 19, au vers 535 à 550, si jamais ça vous dit. Alors, dans cet extrait-là, il y a Pénélope, qui est la femme d'Ulysse, qui l'attend depuis 20 ans en train de faire sa tapisserie, là, puis c'est bien pénible. Et elle fait un rêve, et justement, elle va le raconter à un mendiant qui se promène là, sur son domaine, qui est en fait Ulysse, qu'elle a pas reconnu parce que ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus puis il est habillé un petit peu tout croche. Donc, elle dit ceci. Allons, conseille-moi. Un songe m'est venu que je m'en vais te dire. Je voyais dans ma cour mes 20 oies qui, sortant de l'eau, mangeaient le grain. Leur vue faisant ma joie, de la montagne, un grand aigle survint et de son bec recourbé brisa le col à toutes. Elle gisait en tas, pendant que vers l'azur des dieux, il remontait. Mais sur le bord du toit, il revint se poser et pour me consoler, prenant la voix humaine, il dit « Fille du glorieux Icare, sois sans crainte. Ceci n'est pas un songe, c'est bien en vérité ce qui va s'accomplir. Les prétendants seront ses oies, je serai l'aigle envolé tout à l'heure et à présent revenu. Moi, ton époux, je vais donner aux prétendants une mort misérable. » Tadam! Toujours très joyeux, les trucs grecs. Hein. Donc, c'est pas du tout violent. Non, jamais. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est dans un rêve un petit peu, disons, prémonitoire qui annonce que les prétendants, c'était des hommes qui voulaient épouser Pénélope et donc s'emparer du trône d'Ithaque, vont être massacrés par Ulysse, qui va effectuer un retour triomphal. Mais en fait, pourquoi je vous ai choisi cet extrait-là, c'est pour justement faire une sorte de distinction que les Grecs faisaient eux-mêmes entre un rêve, disons, à prédiction directe et un rêve à prédiction symbolique. Donc, avant de me lancer dans l'explication, ce rêve-là est un peu un mélange des deux, et ce qui est un peu fascinant, parce que des temps, disons, d'Homère jusqu'au 5e siècle, les rêves qui vont beaucoup être relatés, ça va être des rêves à prédiction directe. Donc, ça va être une apparition, par exemple, d'un dieu, d'un proche, d'un fantôme, qui va énoncer clairement, par exemple, demain, le jour de ton trépas, ou des trucs comme ça. Et donc, une prédiction qui n'a pas besoin d'aucune interprétation, c'est très, très clair. Et à partir du 5e siècle, ça va être plutôt des rêves qui vont être relatés, mais de façon plus symbolique, donc plus métaphorique, quelque chose qui est pas qui est un petit peu difficile à comprendre comme ça quand on se réveille, comme la plupart de nos rêves, j'imagine, et qui ont donc besoin d'interprétation. Donc celui de Pénélope, je dis qu'il est un peu un mélange des deux parce que en fait, bon, c'est métaphorique, c'est des animaux, c'est pas directement des personnages, mais quand même l'aigle va parler pour être sûr que ce soit bien clair que ceci, c'est les prétendants qui vont être tués par ton mari. Donc, d'où le mélange des deux. Mais ce qui est intéressant avec la montée des rêves symboliques, c'est un tout nouveau genre littéraire qui va voir le jour, qui s'appelle l'onirocritique. Donc, c'est l'interprétation des rêves. Oniro, c'est pour les rêves. Donc, critique, c'est plus clair. Et malheureusement, en fait, la seule œuvre qui nous est parvenue aujourd'hui, c'est celle de l'onirocritique d'Artémidore, qui date du 2e siècle de notre ère à nous. Et c'est ça, c'est la seule qui nous reste, mais ça ressemble un peu, en fait, à ce
qu'on pourrait, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un peu à nos livres de psychopathe qu'on met sur notre table de chevet. Donc, si je rêve à un chien, quelle est la signification profonde de tout ça? Donc, voilà. Il y a beaucoup aussi de sortes de devins ou d'exégètes, d'interprètes qui vont vraiment faire leur spécialité d'interpréter les rêves. Ils vont aller voir les particuliers, puis essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a pas vraiment, ou en tout cas pas beaucoup d'oracles qui fonctionnent sur le principe de l'oniromancie, donc la divination par les rêves. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'oracle de ça, sauf, oh mon Dieu, incroyable, en Lycie, mon territoire de prédilection, qui, je le rappelle, est situé au sud-ouest de la Turquie actuelle. Et donc, à cet endroit-là, il y avait un oracle qui fonctionnait sur le principe des rêves. C'était dans la cité de Patara. Et en fait, Hérodote va nous raconter un peu ce qui se passe là. C'est un auteur du 5e siècle, Hérodote, avant notre ère. Et il va dire qu'il y a une femme, donc, à qui on pouvait adresser une question. Donc, je sais pas, est-ce que Marie-Cole Sorbonne, par exemple, ou des questions peut-être un peu plus chargées, mais bon, c'est la seule qui me vient en tête. Donc, cette femme-là, qui était la prophétesse, allait passer la nuit dans le temple d'Apollon. La nuit, elle était censée être inspirée, en fait, par le dieu. Et au matin, elle énonçait, disons, une prédiction pour la personne qui avait posé une question. Probablement qu'il y avait un clergé qui était chargé d'interpréter un peu ce qu'elle disait, parce que le thème prophétesse, c'est un petit peu... ésotérique. Ouais, ésotérique, un petit ésotérique impliqué. C'est eux qui ont né les biscuits chinois ou... Ça aurait été excellent, mais en fait, c'est un peu le principe... Dans le fond, c'est drôle que tu dis ça, mais c'est un peu le principe, c'est quelque chose de la sagesse vraiment simplifiée. Ben, le clergé va essayer de prendre une espèce de message un peu cryptique, le rendre intelligible pour que la personne ait sa réponse, dans le fond. Fait que c'est un peu ça qui va se passer. Malheureusement, pas de biscuits impliqués. C'est la vulgarisation, dans le fond. C'est ça, c'est de la vulgarisation, parce que des fois, c'est ça, les prophétesses deviennent un petit peu inspirées, puis là, c'est très étrange ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est ça. Malheureusement, je peux pas vraiment en dire beaucoup sur cet oracle-là. La seule chose qui est dommage, en fait, c'est que je sais qu'il a connu une période assez de renommée assez importante au début de l'époque impériale, parce que on pensait que c'était l'oracle qui avait conseillé à Énée d'aller s'établir en Italie. Donc, Énée, c'est comme un peu le Ulysse des Romains. Hein. C'est un prince troyen qui s'est enfui avec une petite gang de survivants après que les Grecs aient détruit la cité de Troie, puis ils vont errer un petit peu comme ça dans la mer, faire voir différentes aventures pour finalement s'établir en Italie à la recommandation de l'oracle de Patara. Énée, en fait, est un peu considéré comme une sorte d'ancêtre fondateur de Rome. Donc, c'est pour ça que cet oracle-là a été vraiment populaire. Mais, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à lire le premier chapitre de mon mémoire, disponible sous peu, j'espère, probablement en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, je m'auto-plug comme ça. Tant qu'à faire de l'autoplogue. On a hâte d'être lire, mais pas autant que toi que ça soit fini. Oui, c'est ça. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. On se décourage pas. Donc, là, j'ai parlé beaucoup de l'aspect prophétique des rêves pour les Grecs, mais c'est pas le seul. Ce qui va distinguer, par exemple, les Grecs de d'autres peuples anciens, parce qu'ils étaient vraiment pas les seuls à pratiquer la divination par les rêves ou à interpréter leurs rêves. Là, je pourrais parler, par exemple, de la civilisation hittite qui avait un processus pour ça, mais bon, là, ce serait le cas d'une autre chronique. Et donc, en fait, ce qui va les distinguer, c'est que ils vont avoir vraiment une volonté, en tout cas de quelques-uns, surtout des philosophes, d'expliquer scientifiquement pourquoi on a des rêves. Là, je vais juste citer, par exemple, le cas d'Aristote qui va vraiment remettre en cause le fait que que les rêves sont des messages divins. En fait, il reste un peu ambivalent. Il dit que ça se peut, mais qu'en même temps, il n'y a rien physiquement qui nous prouve que c'est vraiment les dieux qui nous parlent dans notre sommeil. Puis il pense que c'est vraiment plus des réminiscences de ce qu'on a vécu dans la journée, donc notre vécu qui réapparaît sous des formes un petit peu étranges. Malgré tout, ce qu'ils vont essayer d'expliquer, mais ils réussiront jamais vraiment à expliquer le phénomène des rêves qui, je pense qu'à date, n'est pas tant expliqué non plus, là, à moins que quelqu'un de scientifique peut nous appeler puis nous réfuter ce que je viens de dire. Mais bon, tout ça pour dire que le rêve va rester toujours entouré un peu de mystère. Et en fait, un autre versant des rêves, c'est leur propriété curative. En effet, on pensait que la guérison, ça pouvait se faire par le rêve, entre autres par un phénomène qu'on appelait l'incubation. Donc, c'est comme une espèce de nuit de sommeil ritualisée. Donc, on va se coucher avec l'idée qu'on va avoir un rêve dans lequel il va y avoir une intervention divine qui va pouvoir, par exemple,
nous guérir. Et ce qui est drôle, c'est que ça se pratiquait vraiment comme ça. Il y a même un temple qui est le temple d'Asclépios, qui est le dieu de la médecine, à Épidore, qui est en Grèce continentale. C'était un gros complexe pour les malades. Les gens venaient là, dormaient dans le temple, puis étaient censés faire un rêve dans lequel le dieu interviendrait, puis les guérirait, puis c'était censé se lever le matin puis être guéri. Donc, c'est une espèce de... disons, voyons, à l'oratoire Saint-Joseph, où est-ce qu'il y a toutes les béquilles, là? Je pensais que tu parlais de monter les marches à genoux pour faire gagner le Canadien. C'est le frère André, là, tous les gens qui a guéri. Un espèce de miracle. C'est ça, un espèce de miracle. Donc, mais c'était vraiment populaire et les gens y allaient, étaient vraiment persuadés qu'il pouvait être guéri et qui sait, peut-être on dit il était vraiment guéri. Et d'un autre côté, il y a le médecin Hippocrate qui a vécu là, au 5e et 4e siècle avant notre ère. Celui du serment. Oui, celui du serment d'Hippocrate, exactement. Donc, un médecin antique qui va développer une théorie médicale des rêves dans un de ses traités. Ce qu'il va dire, en fait, c'est qu'il va distinguer 2 catégories de rêves. Donc, les rêves qui sont le domaine du divin, donc qui laisse aux interprètes, et certains types de rêves qui vont pouvoir informer en fait sur la situation corporelle, sur la situation de la santé de la personne. Par exemple, il va dire que les rêves clairs, ordonnés, agréables, ça va être le signe d'une bonne santé, alors qu'un rêve où est-ce que les choses sont disproportionnées, sont brouillées, sont désagréables, mais là, ça va être le signe de peut-être une maladie quelconque. Donc, au fond, on peut rêver, par exemple, des astres, de phénomènes naturels, de gens, mais que c'est pas vraiment un rêve divin ou quelque chose, c'est vraiment une information du corps par rapport à soi. Et dans le fond, pour lui, les médecins vont pouvoir, dans ce cas-là, être vraiment des nouveaux spécialistes du rêve, puis vont pouvoir prescrire des diètes, prescrire des traitements à partir des informations qu'on récolte dans les rêves. Donc, c'est comme une autre façon de se guérir. Je dois pas aller très très bien parce que dans mes rêves, c'est toujours disproportionné, moi. Mais c'est aussi ce que je me disais, mais bon, ça avait l'air d'être... Tu sais, pour en faire un traité, je pense que ça veut dire que... Il a pensé à ça. Il a fait des liens de corrélation. Il a fait des liens. On a souvent l'impression, peut-être par Hollywood ou par la littérature, que les rêves occupent une place essentielle dans les prophéties, dans les guerres. On voit souvent ça. J'ai fait un rêve, je dois partir en guerre. À quel point la réalité historique est où là-dedans? Ouais, c'est ça. C'est dur à dire aussi parce que en fait, on le sait que la divination, je sais que les rêves avaient une certaine importance, puis les gens y croyaient vraiment. Donc, mais c'est sûr que la plupart des rêves qu'on a décrits, c'est dans des sources littéraires. Donc, on sait pas est-ce que c'est vraiment un processus littéraire qui dit, au lieu d'expliquer, ou je sais pas vraiment les raisons de cette décision-là, ou pour ajouter un peu de punch, je veux dire, il avait fait un rêve, c'est un message divin, et donc on est parti. Donc, une justification. C'est un peu un mix des deux. Je pense que oui, il y avait une certaine importance qui pouvait guider un peu ta vie de tous les jours, mais je pense voilà. En tout cas, je vais finir là-dessus parce que je pourrais partir longtemps. Ben oui, c'est ça. Fait que pour une autre fois, peut-être partie 2 des rêves encore. Oui. Donc, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais ça envoyer un petit mot de prompt rétablissement à Gabriel qui n'est pas là avec nous. On pense beaucoup à toi. Il y a eu un accident de vélo la semaine dernière après l'émission. Puis il sera pas là pour plusieurs semaines, mais il va bien, il va s'en sortir, mais avec beaucoup de repos. Donc voilà, par le fait même, faites attention à vous, à vélo, à pied ou en voiture, et aux autres aussi qui partagent la route. Faites attention, ça c'est mon petit éditorial. Donc merci d'avoir été là. Bravo pour vos premières chroniques, Ariane, Joël. Merci Brinta d'avoir été avec nous. Et suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, partagez notre émission. Vous pouvez nous écouter sur le live Facebook, sur le site de Choc, en balado et sur Spotify. Maintenant, cette semaine, ça va être tout sur Spotify. Okay. C'est excellent. OK, c'est tout. Bonne soirée.